EBV. Epstein-Barr virus. Cohabite avec l'être humain depuis des milliers d'années. Eh ben, présent dans 95% de la population mondiale. C'est pas rien. Mononucléose, maladie auto-immune, cancer, Covid long. Bon, il va falloir mettre tout ça au clair. L'EBV, c'est le virus de la mononucléose. Un peu comme l'herpès ou la varicelle, il reste endormi dans notre organisme jusqu'au jour où il se réveille. Choc émotionnel, défaillance immunitaire, on ne sait pas trop pourquoi. Et il se passe quoi ? Eh bien, là aussi, c'est encore très flou. À date, plus de 30 pathologies sont en rapport direct ou indirect avec l'EBV. Fatigue intense, douleur, infection à répétition, brouillard cérébral, troubles digestifs. Les effets de l'EBV sont si variables. Souvent, les soignants sont sans réponse, les patients en errance thérapeutique, et la recherche, cherche encore. Ce virus, il faut le comprendre, le détecter et apprendre à vivre avec. Et pour faire ça, Détecte BV donne la parole à tous ceux qui vivent avec, médecins, chercheurs et patients. Aujourd'hui, on appelle le docteur Jean-Christophe Charrier. Ce médecin généraliste a fait connaissance avec l'EBV durant ses études de médecine, une connaissance très rapprochée. Il va nous raconter tout ça. Bonjour docteur. Bonjour. Ça fait combien de temps que vous flirtez avec l'EBV ? C'est une longue histoire. Ça correspond à ma 2e année de médecine. Ça fait tôt finalement, c'est pas que dans votre pratique. Ah non, c'est même ça qui m'a amené à ma pratique actuelle. Quand on arrive en 2e année de médecine, on est assez épuisé par les années lycée, le bac, le concours de médecine que j'ai passé 2 fois. Et on rentre dans cette 2e année de médecine où on commence à souffler. Et je pense qu'à ce moment-là, il y a une fatigue accumulée, une baisse de l'immunité qui s'est présentée. J'ai été contaminé par l'Epstein-Barr. L'EBV, comme toutes les maladies, il s'exprime si l'organisme est prêt à les accueillir pour qu'ils puissent s'exprimer. Donc vous allez avoir des personnes qui sont infectées mais qui sont asymptomatiques, qui font aucun symptôme et pourtant ils sont en contact avec l'EBV ou avec n'importe quel autre germe. Et puis vous avez des personnes comme moi à cette occasion-là, fatiguées, un peu immunodéprimées par la fatigue, qui a été envahie par cette EBV. Voilà, donc ça a ruiné facilement ma 2e année de médecine. Car ensuite, j'ai gardé une fatigue majeure, du genre à dormir 20 heures par jour, à s'endormir dans les cours, à s'endormir sur les bouquins, à ne plus avoir aucun poil d'énergie pour vivre, tout simplement. Ça m'a coûté ma 2e année, ça m'a coûté également ma 3e année. Donc j'ai fait 2 2e années et 2 3e années de médecine. Mes confrères à l'époque ont considéré que je faisais une dépression, donc on m'a mis des antidépresseurs et des anxiolytiques. Alors je peux vous assurer que je les ai pris moins d'une semaine. Et là, les hasards de la vie ont fait que sur mon chemin, j'ai rencontré le docteur Christian Durafour, qui m'a pris en charge, qui est le médecin à l'origine du concept de l'endobiogénie. Alors, l'endobiogénie, c'est la médecine que je pratique, dont l'ancien nom était la théorie neuro-endocrinienne du terrain. C'est une approche qui essaye de comprendre comment fonctionne l'organisme et comment il se répare tout seul des maladies. Et lorsque malheureusement il tombe malade, il faut qu'on arrive à comprendre les mécanismes qui ont permis l'expression de cette maladie chez le patient et lui apporter un soutien et un projet thérapeutique qui va l'aider à s'auto-réparer et à optimiser les phénomènes d'auto-réparation tant que cela est possible. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Comment vous en êtes sorti de tout ça ? Je m'en suis bien sorti parce que j'ai quand même réussi à terminer mes études. J'ai réussi à passer ma thèse et d'avoir un premier prix national de ma thèse. Donc c'est mes années de retard du démarrage. J'ai fait un peu le moteur diesel, on va dire. Difficile à démarrer, mais une fois que c'est parti, on ne l'arrête plus. Je m'en suis sorti comment ? Je m'en suis sorti avec une fragilité pancréatique parce que j'ai quand même perdu 17 kilos sur une année, avec un pancréas qui s'était mis en dysfonctionnalité. Et ce qui m'entraîne une certaine fragilité maintenant réactive par rapport à des agressions virales ou à des vaccinations. Puisque lorsque j'ai fait ma vaccination fièvre jaune en 2018, j'ai reperdu 10 kilos dans l'année par la même réactivité. En fait. Et moi, je le rattache totalement à ce virus. Il ne se laisse pas oublier, cette EBV. C'est un virus dormant, c'est-à-dire que comme la plupart des virus, notre organisme ne sait pas forcément les détruire. Donc en fait, on les renferme dans des prisons.
Et de temps en temps, ces prisons peuvent avoir des défauts dans leur fermeture de porte et hop, ça ressort. Celui qu'on connaît le plus, hein, c'est l'herpès. L'herpès est un virus qu'on ne détruit pas. Ceux qui sont contaminés par l'herpès le mettent dans des prisons et dès qu'ils ont des coups de fatigue, on voit cet herpès qui ressort. Le zona, c'est un peu la même chose aussi. Hein, c'est le virus de la varicelle qui sort sous forme de zona. L'Epstein-Barr, c'est beaucoup moins connu, on va dire, ces résurgences. Mais la science actuellement nous apporte de plus en plus d'informations qui sont vraiment intéressantes par rapport à ce virus. Et alors, l'endobiogénie, en quoi ça consiste? Alors, déjà, endo, ça veut dire intérieur, bio, ça veut dire la vie, et génie, c'est l'organisation. Hein. Donc, c'est une approche qui essaye de comprendre toute la dynamique organisationnelle de l'organisme. C'est une vision purement intégrée. Le médecin va être amené à mettre un projet thérapeutique qui va non pas se substituer aux problématiques, mais qui va accompagner l'organisme pour lui permettre de mettre en place ces mécanismes d'autoréparation. Pour ça, il nous faut des outils thérapeutiques qui sont pris à dose physiologique et pas substitutive. Et donc, la plante médicinale s'impose comme outil thérapeutique majeur, puisque la plante médicinale était sur Terre avant même l'humanité, que nous avons existé au milieu d'elle et que nous avons tous les outils dans notre organisme pour l'intégrer en nous-mêmes. Et quand elle est bien choisie, avec une logique de compréhension moderne de la physiologie, et qu'on intègre les données de la tradition dans les données de la science et dans les données de la clinique, on peut donner un potentiel de puissance de cette plante médicinale qui est bien supérieur au simple usage symptomatique qui en est fait de façon traditionnelle. On a des résultats qui sont assez extraordinaires. Appliqué à l'EBV et aux pathologies qui sont liées, qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'on apprend à vivre avec le virus et qu'on apprend à le mettre bien dans sa cage et à rendre efficace la porte de la prison, on va dire, pour éviter qu'il y ait les résurgences. Et lorsque l'on est face à une résurgence parce qu'on a eu une agression X ou Y, on peut mettre en place tout de suite une stratégie thérapeutique qui va amener à le ramener rapidement dans sa prison. Ce qui fait défaut souvent, c'est la qualité de cette prison. Donc l'endobiogénie nous aide avec les plantes à mettre en place une fonctionnalité optimum de l'organisme par rapport à ça. Aucune personne n'est identique à l'autre, hein, même si on est tous égaux en droit, on n'est pas forcément tous égaux dans nos fonctionnalités. On a des règles de fonctionnement, on peut faire des petits groupes dans lesquels on peut rattacher des profils de fonctionnement, mais globalement, on est un peu comme des tailleurs quand on fait de l'endobiogénie, on fait vraiment un costume sur pièce qui est vraiment adapté à la personne. Et ce qui est important, c'est le projet thérapeutique qu'on construit, c'est ce qu'on apprend à nos élèves, construire un projet thérapeutique en fonction de ses capacités d'autoréparation de l'organisme. Et dans ce projet thérapeutique, comme ça on est dans une vision intégrative, il faut aussi intégrer tout ce monde viral dormant et tout l'impact que ça peut avoir sur notre organisme. Quel est le profil des patients qui viennent vous voir avec un EBV réactivé? Il y a plusieurs profils parce qu'il y a plusieurs résurgences de l'EBV. Hein. On sait que l'EBV peut être incriminé dans certains cancers ORL. Il y a des études qui nous disent actuellement qu'il peut être incriminé dans la sclérose en plaques, par exemple. Ça peut être simplement dans la présence d'une fatigue chronique. Voilà, on a vraiment des profils multiples. Ça peut être des douleurs de type neurologique particulière qui sont prises pour des crampes mais qui ne sont pas des crampes. Ça peut être des choses comme ça. Certaines personnes qui présentent une fibromyalgie peuvent être en fait dans des résurgences de BV. Vous voyez, donc on a vraiment une population polymorphe par rapport à ces manifestations et on n'y pense pas forcément immédiatement à l'EBV. Et autour de vous, parmi vos pairs, quel est le niveau d'attention justement sur ces questions-là? Ça, c'est une question qui est délicate. Mais ce qui est certain, c'est que moi, je suis formateur, puisque je suis président de l'Institut d'endobiogénie, qui est un institut de formation. Donc, je suis aussi formateur dans cet institut. On a une attention particulière lorsqu'on fait nos formations à éveiller nos prescripteurs, tous les médecins conformes, les pharmaciens conformes, pour qu'ils aient cette prise de conscience que les symptômes qui apparaissent peuvent avoir des causes multiples, dont en particulier cette résurgence de l'Epstein-Barr. Mais classiquement, moi, jamais on m'a appris ça. Et même, je peux vous dire qu'en sortant des études de médecine, je n'avais pas de notion de ce qu'était la dormance d'un virus. Hein. C'est vraiment des choses qui ont été acquises plus tard par les lectures, par mon vécu, par
par l'expérience clinique, par ce que nous racontent aussi les patients, parce qu'il y a des patients qui ont des chemins de vie qui ont été très complexes, avec des chemins médicaux très complexes, mais ils en ont acquis un certain savoir, et en tant que médecin, on récupère ce savoir, bien sûr, et quand on fait les liens, on comprend très très vite ce qui s'est passé et comment on peut interagir dessus. Quels sont les grands messages que vous essayez de faire passer dans ces formations-là? Et bien qu'il faut arrêter de saucissonner le malade, et il faut arrêter d'être dans une médecine éclatée. Il faut avoir une vision intégrée. On nous a tout appris à la faculté. Il suffit simplement de recoller les liens, remettre des liens, mettre de la lumière là où il y a des zones obscures. Et à partir du moment où on comprend que tout ça, c'est une mécanique, qui a une fluidité fonctionnelle, les choses s'éclairent. Et quand les patients nous racontent simplement leur vie, on ouvre un livre, on comprend très bien que s'ils ont fait telle maladie à tel moment, c'est parce qu'il y a eu tel événement qui s'est passé dans leur enfance, ou qui s'est passé à l'adolescence, ou qui s'est passé à l'âge adulte, ou à la ménopause, ou X ou Y. Tout ça, tout a du sens dans notre vie. Tout ce qu'on a eu en interrelation avec le monde et qui a marqué notre corps influence notre chemin. Et il faut intégrer tout ça pour comprendre pourquoi on a un patient qui est dans un mal-être dans l'instant présent face à nous. Psychologiquement, les patients qui viennent vous voir avec ces pathologies-là, ils arrivent dans quel état? Ben souvent épuisés psychiquement, parce qu'ils ont fait beaucoup d'errances médicales. Ils n'ont pas forcément été entendus dans leurs plaintes, souvent négligés, parfois méprisés. Donc réinstaurer la confiance avec le milieu médical, c'est déjà un travail important. C'est malheureusement une grosse partie du temps que je passe avec mes patients. J'ai des patients qui viennent me voir, ils ont vraiment des chemins de vie, pour certains, qui sont assez terribles, tout simplement parce qu'on n'a pas pris le temps de se poser, de les écouter. Moi, j'ai un temps d'écoute qui est vraiment important, qui peut parfois être très important. Il n'y a pas que ça, mais ce temps-là est nécessaire. On a des patients dans cette prise en charge-là qui effectivement arrivent assez épuisés psychiquement, donc il faut déjà les rebooster. Sachez que quand vous avez un épuisement psychique, vous avez une baisse de l'immunité, et si vous avez une baisse de l'immunité, vous avez forcément une facilité de résurgence de toutes ces formes dormantes. C'est un serpent qui se mord la queue. Voilà, tout à fait. Il faut être bienveillant avec les patients, il faut les écouter. On n'a pas forcément la réponse à leurs problématiques, mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas la réponse qu'on doit être dans l'autorité et dire ça se passe dans la tête. Si le patient a une plainte, quelle qu'elle soit, il faut l'entendre, il faut l'accueillir. Il faut accepter qu'on puisse ne pas avoir de réponse maintenant, mais il faut travailler là-dessus. Et on va ensemble, parce que c'est un partenariat qui doit s'instituer entre le patient et le médecin. Le patient, il ne doit pas venir et déposer sa maladie et dire au médecin, vous vous débrouillez, moi je ne veux pas le savoir et je vais aller mieux. Non, c'est vraiment un partenariat qu'on met en place dans notre prise en charge. Et donc ici, dans ce partenariat, la première étape, c'est vraiment rentrer en confiance avec le patient, accueillir sa plainte, ses souffrances, agir là où on peut agir, émettre des hypothèses avec lui, construire avec lui des possibles, et à partir de là, mettre en place un traitement, évaluer ce traitement, voir s'il y en a du mieux ou pas. Et tout ça, c'est un chemin. Il faut qu'on reste aussi dans la compréhension que l'humain n'est pas une voiture. Il ne suffit pas de changer une pièce pour que tout remarche. Il y a une complexité qui est bien au-delà de ça. C'est bien ce qui fait la différence entre un organisme vivant et une machine. Si je me suis mis à faire de la formation, c'est que j'ai eu la chance d'accéder à un savoir qu'on m'a appris, et j'ai envie de redonner ce savoir aux autres. Ne restons pas figés sur un seul mode de pensée. Il y a d'autres modes de pensée, tout est complémentaire. On ne doit rien rejeter, on doit associer ces différentes approches. Et quand on fait ça, c'est le bénéfice du malade qui est derrière. Parce que les patients qui sont sur une souffrance, parce qu'il y a une approche qui n'a pas forcément les éléments pour répondre à certaines demandes, eh bien, il ne faut pas hésiter à associer d'autres techniques, d'autres méthodes, d'autres approches, d'autres réflexions. Il faut rester humble dans son acte médical, et il faut surtout chercher à améliorer le confort de nos patients. Ça s'applique particulièrement à l'EBV, vous pensez? Bien sûr, il faut changer l'approche de prise en charge par rapport à lui. Il y a la phase aiguë, quand on est dans la phase de contamination, ça on sait faire. Mais on peut déjà, dès cette phase-là, avoir une approche différente, et plutôt que se substituer à l'organisme, plutôt avoir des réflexes pour permettre les réparations le plus rapidement possible après l'agression aiguë. La nature nous apporte une multitude d'outils pour faire ça. Déjà, si on changeait cette prise en charge du démarrage, je pense qu'on aurait beaucoup moins de formes chroniques, beaucoup moins de formes difficiles, et la prévention, elle est là aussi quelque part.
La prévention, elle est même avant la maladie. C'est-à-dire que si on pouvait faire en sorte que chacun de nos patients puisse devenir, quand ils sont contaminés, n'être que asymptomatiques, ça veut dire qu'on est en interface avec le monde, mais qu'on vit avec le monde et qu'on est en harmonie avec lui. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir. Ce podcast vous est proposé par le collectif Détecte EBV. Retrouvez-nous sur détecteebv.org.